Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Le supplément de Bref de classe, ce sont des conférences, des cafés histoire ou géographie, des journées d'études ou de colloques mises à disposition par l'APAG pour servir d'approfondissement au programme de collège et de lycée. Alors, je vais tenter de vous présenter brièvement, donc en 40-45 minutes, la Shoah dans les territoires soviétiques occupés, donc c'est quand même un gros challenge. Alors, pour vous présenter déjà rapidement le territoire que vous avez sous les yeux, il faut savoir qu'en 1939, 3 millions de juifs habitent en Union soviétique, et sur ces 3 millions de juifs, 1 million vont être tués durant la Shoah. Et sur les presque 2 millions de juifs qui vivent sur les territoires qui vont être annexés par l'Union soviétique en 1939 et en 1940, à savoir l'Est de la Pologne, la Galice orientale par exemple, l'Est, ce qui va être aujourd'hui l'Ouest de la Biélorussie, les pays baltes, la Bessarabie qui est donc la Moldavie actuelle, donc près de 2 millions de juifs, il y a 80% d'entre eux qui vont être assassinés, à savoir 1,6 million. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu les proportions des massacres. Ce qui nous donne près de 2 millions de victimes de la Shoah, soit un tiers des victimes de la Shoah qui ont été exterminées dans les territoires soviétiques occupés. La plupart ont été fusillés dans des fosses communes, ou bien sont morts de faim, de froid ou de maladie dans des ghettos, d'épuisement dans des camps, ou asphyxiés par des camions à gaz. Et ces fusillades ont eu lieu depuis le lancement de l'opération Barbarossa, à savoir le 22 juin 1941, et se sont poursuivis, et c'est important de le préciser parce que beaucoup de personnes pensent qu'à partir du moment où fonctionne Belzec, Treblinka, etc., il n'y a plus de fusillades. Bien si, les fusillades se poursuivent jusqu'en 1944, voire même juillet 1944, pour par exemple la ville de Lvov en Ukraine. Il faut savoir que l'extermination de ces juifs en Union soviétique a été extrêmement rapide et intensive. C'est-à-dire que dès le mois d'août 1941, on intègre des femmes et des enfants parmi les victimes. Les fusillades ont été menées par les Einsatzgruppen, des bataillons de police, mais aussi des unités de la Wehrmacht, de la Waffen-SS, et avec l'appui également de la police locale. Les unités, pour la plupart, étaient mobiles et ont dû faire preuve d'adaptation à toutes les situations, car vous verrez, on est à plus d'1 millier de sites d'exécution qui ont été constitués sur le territoire soviétique occupé. Par ailleurs, l'ampleur de ces tueries a nécessité un appui local évident pour la logistique, ne serait-ce que pour acheminer les victimes jusqu'au site d'exécution, pour creuser les fosses, pour combler les fosses, pour choisir les lieux, pour repérer les victimes, les arrêter, mais aussi pour collecter et trier les biens des fusillés. Pour vous donner toujours une idée de ce territoire, je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà de la zone de résidence qui a été établie à partir de 1791 dans l'Empire russe. Cette zone de résidence où les Juifs de l'Empire russe devaient vivre, et vous voyez les principales villes où ils habitaient à l'époque, et cette zone de résidence a été maintenue jusqu'à la Révolution russe en 1917, et vous voyez que l'ensemble de cette zone de résidence sera sous occupation nazie pendant la guerre. Alors, ce matin, on a beaucoup parlé des sources qui sont utilisées, et notamment, voilà, toutes ces sources qui s'ouvraient, donc je vais vous en présenter quelques-unes. Vous avez, parmi les sources avec lesquelles je travaille, il y a donc les Erechnismeldungen ou des SSR, qui sont les rapports que les Einsatzgruppen envoient à Berlin, des rapports d'activité. On a
par exemple, comme ici, le nombre de juifs qui sont fusillés, comme par exemple ici 132 juifs fusillés à Dobromil dans l'ouest de l'Ukraine. Mais vous avez également des informations concernant l'atmosphère qui règne au sein de la population, l'économie des kolkhozes, etc. C'est partie des sources de la guerre qu'on utilise le plus souvent. Parmi les sources aussi qui datent de l'époque de la guerre, j'utilise un certain nombre de journaux intimes. Celui-ci, par exemple, est conservé à Yad Vashem. Il s'agit du journal intime d'un juif de Lvov, Stanislav Grodzisky, qui nous donne des informations sur l'atmosphère qui règne à Lvov juste avant la guerre et puis pendant les premiers mois de la guerre. Après, malheureusement, il meurt et on ignore tout de son destin. Alors, Christian Ingrao, vous avez parlé de l'ouverture des archives soviétiques. Donc il est temps que je vous montre justement un exemple de ces fameuses archives qui ont été ouvertes à la faveur de la chute du bloc communiste. Vous voyez ici un schéma qui a été produit par la Commission extraordinaire d'État soviétique, qui a été créé à partir de 1943, lorsque l'armée rouge a commencé à libérer les premiers villages sur le sol soviétique. L'idée était d'enquêter sur les crimes commis par les nazis dans l'occupation de quasiment chaque village. Donc, à la libération de chaque village, une commission d'enquête arrive, interroge des habitants, repère les sites d'exécution et va lister tous les dommages qui ont été commis pendant l'occupation allemande. C'est-à-dire la liste des victimes juives, mais aussi non juives, la liste des personnes qui ont été envoyées aux travaux forcés en Allemagne, qu'on appelle Ostarbeiter, donc la plupart du temps des non-juifs. Vous avez aussi des schémas des fosses, ou de l'emplacement des fosses, comme vous voyez ici dans la ville de Brest-Litovsk en Biélorussie. Vous avez également la liste des coupables, à la fois allemands, mais aussi des coupables locaux. Vous avez une foule d'informations comme ça, qui nous permet véritablement de reconstruire le crime au niveau local. Et ces archives soviétiques sont extrêmement riches, car elles nous permettent d'avoir aussi le point de vue de la population locale. Car ils vont interviewer vraiment les voisins qui se trouvaient, enfin les locaux, les habitants ukrainiens, biélorusses, ou parfois les survivants juifs quand il y en a, et ils vont chacun témoigner des crimes qui ont été commis. Alors, je vous passe aussi, par exemple, il y a la liste aussi de tout le bétail qui a été réquisitionné par les Allemands, tous les bâtiments qui ont été détruits, etc. Les Soviétiques entendaient par cette commission arriver à un procès contre les nazis et leur dire voilà tous les dommages qui ont été perpétrés en Union soviétique. Alors là, par exemple, vous avez un exemple de déposition, un témoignage d'un habitant du petit village d'Olashkovtse qui est dans la région de Ternopil en Ukraine actuelle, en Ukraine de l'Ouest. Donc déjà, vous voyez déjà que l'un des défis quand on étudie ce sujet, c'est la langue. Il faut déjà maîtriser le russe, et puis il faut pouvoir lire le russe manuscrit. Donc vous pouvez le voir ici, parce que la plupart du temps, la commission c'est écrite sur des petits bouts de papier, avec le papier qu'on trouvait à l'époque, et pour parvenir jusqu'à nous, on tombe parfois sur des dossiers qui sont vraiment endommagés et on s'arrache véritablement les cheveux. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet il y a 10 ans, j'avais quelques notions de russe, et puis il a fallu en plus que j'apprenne à déchiffrer tous ces documents. Alors, documents beaucoup plus simples à lire, en allemand cette fois-ci, et dactylographiés. Christian vous en a parlé ce matin, ce sont les dépositions qui se trouvent dans les enquêtes préliminaires de la justice nazie à Ludwigsburg, donc dépositions d'anciens membres des Einsatzgruppen ou de bataillons de police. Vous avez ici, par exemple, la déposition de Kröger, qui était l'ancien chef de l'Einsatzkommando 6, qui était actif dans le nord et le centre de l'Ukraine en 1941. Autre défi linguistique, le yiddish. Voilà. Grâce à ma connaissance de l'allemand et l'apprentissage de l'hébreu, j'ai péniblement réussi à déchiffrer le yiddish depuis quelques années, voilà. Alors, le yiddish uniquement en dactylographie, hein, parce que manuscrit, ça devient trop compliqué. Peut-être pendant quelques années, mais là, trop, c'est trop. Donc, voilà, une des autres langues nécessaires pour travailler sur
l'Union soviétique occupée, le yiddish, beaucoup de témoignages sont en yiddish, comme vous voyez ici, témoignages d'une survivante juive qui se trouvait à Sokal, dans l'ouest de l'Ukraine, et ces archives, pour la plupart, se trouvent à Yad Vashem. Alors, ça, c'était la partie archive, avec laquelle je travaille, disons, la moitié du temps. L'autre moitié du temps, vous voyez tous ces points en Europe de l'Est, c'est là où je me trouve. C'est-à-dire que j'ai effectué une trentaine de voyages de recherche en Ukraine, Biélorussie, Russie, Moldavie, Pologne, Lituanie, à chaque fois des séjours qui sont d'environ 3 semaines, où je me rends avec une équipe de l'association Yara Dinunum, présidée par le père Patrick Desbois, à la recherche de témoins des fusillades qui se sont déroulées donc sur ces territoires, et nous menons des interviews enregistrées avec ses voisins, et ensuite nous allons repérer les sites de fusillade, mais pas seulement, également on fait toute une recherche topographique, l'ancien emplacement du ghetto, de la synagogue, etc. Voilà, donc dans mon travail, depuis 10 ans, j'alterne entre la recherche dans les archives et la recherche véritablement de terrain. Voilà, donc il faut se représenter, partir 3 semaines, y compris l'hiver, l'automne, sous des pluies diluviennes, avec des routes absolument impraticables, c'est-à-dire que je me souviens que pour aller de Lvov à Ravarouska, où il doit y avoir quelques dizaines de kilomètres, on a mis 1h30, enfin, les conditions, voilà, et en plus avec des témoignages qui sont extrêmement lourds aussi à entendre, qui sont pour la plupart des témoignages de personnes très âgées, qui sont nées entre 1920 et 1930, et qui donc témoignent des exécutions qui ont eu lieu la plupart du temps dans leur village, dans leur potager, etc. Et certaines de ces personnes ont même été réquisitionnées pour participer à ces fusillades, c'est-à-dire que un matin, le policier du village a frappé à leur porte en leur disant « Prenez votre pelle, il faut creuser une fosse » ou « Prenez votre chariot, il faut transporter les juifs jusqu'au site de fusillade ». Voilà. Donc c'est aussi le genre de témoignage que nous rencontrons. Alors, 22 juin 1941, l'opération Barbarossa est lancée contre l'Union soviétique. À la suite de l'armée, 4 Einsatzgruppen suivent. Il y en a donc 4. Le A qui se rend vers le nord et qui va traverser tous les pays baltes. Le B qui traverse essentiellement la Biélorussie. Le C, le nord de l'Ukraine. Et le D, la Moldavie et le sud de l'Ukraine jusque dans le Caucase. Ces Einsatzgruppen sont composés d'environ 3000 hommes. Donc vous doutez bien que 3000 hommes, c'est pas du tout suffisant pour les 2 millions de victimes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc évidemment, les Einsatzgruppen n'ont pas été les seuls à participer, et c'est pourquoi il y a eu aussi la participation de l'armée, mais aussi de locaux. La mission des Einsatzgruppen est l'élimination d'opposants, en premier lieu les juifs, les communistes, mais aussi les Einsatzgruppen ont une tâche de renseignement. C'est pour ça qu'ils envoient régulièrement leur rapport à Berlin. Le 22 juin 1941, donc le jour de l'opération Barbarossa, à Sokal, des troupes de l'armée franchissent le San, vous voyez la rivière qui se trouve là, qui est en fait la ligne de démarcation entre la zone d'occupation allemande de la Pologne et la zone d'occupation soviétique. Et les officiers de l'armée allemande font arrêter 11 juifs, ils les rouent de coups et ils les alignent le long du mur de l'église polonaise et les fusillent. Ce sont les premières victimes juives de l'opération Barbarossa. Et dans les jours qui vont suivre, 300 victimes juives vont mourir dans la ville de Sokal. Vous voyez ici, les juifs sont rassemblés sur la place du village. La plupart sont des hommes. Le nouveau maire de la ville, qui est ukrainien, qui était auparavant le chef de la coopérative sous les soviétiques, et qui a constitué une milice faite de villageois, va lui opérer une sélection. Donc en fait, il va sélectionner principalement l'intelligentsia, le rabbin. On remarque que dans vraiment les premières semaines de l'opération Barbarossa, les victimes juives sont très ciblées. Il va y avoir une véritable violence menée
contre la religion juive, donc contre les rabbins, mais aussi une destruction quasiment systématique des synagogues dans ces villes qui sont traversées par les nazis. Et donc à Sokal, les juifs sont sélectionnés par le maire et les hommes du Sonderkommando 4A de Blobel entrent en scène. Et ces hommes qui ont été constitués en commando quelques semaines auparavant vont tuer leur première victime juive, donc entre le 25 et le 30 juin 1941 à Sokal. Donc on aperçoit pendant les premières semaines de la guerre une multiplication des exécutions par les Einsatzgruppen, mais également des pogroms qui éclatent depuis les pays baltes jusqu'à la Bessarabie. En effet, Heydrich, donc le chef du RSHA, a envoyé des ordres au chef des Einsatzgruppen et aux hauts dignitaires de la les HSSPF pour organiser des pogroms, mais en toute discrétion. Il s'agissait donc de pousser la population locale, notamment en s'appuyant sur les nationalistes locaux comme en Ukraine ou en Lituanie, et faire en sorte de ne pas remonter jusqu'aux Allemands. Il faut que les pogroms aient l'air spontanés, il faut que l'on montre que la population locale est libérée du joug judéo-bolchevique et qu'elle accueille donc les Allemands en libérateurs. C'est ainsi que vont se multiplier les pogroms à Lvov, par exemple, à Kaunas ou à Tarnopol. À la mi-juillet 1941, des groupes de juifs hongrois sont expulsés principalement du territoire de Transcarpathie et sont refoulés vers ce qui sera par la suite donc le district Galicium, donc la Galicie orientale, et vont s'installer faute de mieux dans les villes qu'ils trouvent en Galicie orientale. Alors, les autorités locales allemandes voient d'un mauvais œil tous ces juifs, ces milliers de juifs en fait, qui arrivent dans ces villes. Ils craignent des troubles et ils repoussent sans cesse vers l'est ces populations de juifs hongrois. Finalement, les juifs hongrois vont s'installer dans la ville de Kamenets-Podolsk avec les juifs locaux. Un ghetto va être créé et ils vont s'installer donc dans la vieille ville. Seulement voilà, les autorités militaires allemandes voient ça d'un très mauvais œil. La Feldkommandantur se plaint parce que ce trop grand nombre de juifs provoque de l'agitation au sein de la population ukrainienne et ils craignent l'éclatement d'épidémies. Donc le haut commandement de l'armée réunit ses hommes le 25 août 1941, car en fait il est question de la création de la zone d'administration militaire, donc la création du Reichskommissariat Ukraine qui est prévue pour le 1er septembre 1941. Seulement voilà, avant cette date, ils veulent que le problème juif de Kamenets-Podolski soit résolu. Jekyll, qui est le haut chef de la SS pour cette zone sud, se propose alors et dit bah, très bien, moi je règle le problème avant le 1er septembre 1941. Il va faire appel aux bataillons qui sont à sa disposition, le régiment de police sud et le bataillon de police 320, donc là il ne s'agit pas d'Einsatzgruppen. Et le 26 août 1941, les 11 000 juifs de Hongrie vont quitter le ghetto et être rassemblés dans des casernes à l'orée de la ville. On leur dit, bon bah vous prenez vos affaires, on va vous ramener en Hongrie. On prend les affaires, on les installe dans les casernes, et le lendemain, on forme une très longue colonne avec ces 11 000 juifs de Hongrie, et on les achemine vers une prairie un peu vallonnée qui se trouve en périphérie de la ville, où en fait sont tombées des énormes bombes, il y a des énormes cratères de bombes, au moins 3 ou 4. Et c'est le site de fusillade qui a été choisi pour les fusiller. Et donc, en une journée, 11 000 juifs, hommes, femmes et enfants, donc des familles entières, ont été massacrés par les hommes de Jekyll. Le lendemain, c'est les juifs locaux qui seront à leur tour victimes de ces bataillons et de la police locale. Le 30 août, Jekyll écrit à Berlin, il écrit à Himmler directement, et lui annonce que 23 600 juifs ont été tués en l'espace de 3 jours à Kamenets-Podolski. Donc c'est le premier
gros massacre de juifs qui a lieu sur les territoires soviétiques occupés. Et pour la première fois, on inclut massivement des femmes et des enfants au massacre. Il y a eu déjà quelques massacres précédents, notamment en Lituanie, où des enfants et des femmes avaient été inclus. Mais à partir de Kamenets-Podolsk, il y a un véritable tournant dans l'extermination des Juifs sur ces territoires. C'est-à-dire que entre fin juin 1941 et la fin août, il y a eu environ 40 000 victimes juives en Ukraine. À partir de Kamenets-Podolsk jusqu'à Babi Yar, il y aura 100 000 juifs en l'espace d'un mois qui vont être tués. Donc il y a véritablement une escalade de l'extermination qui se fait à Kamenets-Podolsk. Finalement, on va observer entre la mi-août et le début du mois de novembre 1941 une sorte de phase de transition pour que toutes les unités qui sont impliquées à l'Est dans les tueries de Juifs se mettent au diapason. Donc il faudra vraiment attendre début novembre pour que toutes les unités impliquées aient tué également des femmes et des enfants. Par exemple, l'Einsatzkommando 6 de Krüger, à la fin septembre, n'avait toujours pas inclus de femmes et d'enfants juifs dans ses exécutions. Alors Himmler se rend auprès du chef de l'Einsatzkommando 6, qui est donc Krüger, et lui signifie, ils sont à Kryvyi Rog à ce moment-là, c'est dans le centre de l'Ukraine, et il lui dit voilà, maintenant il faut aussi tuer les femmes et les enfants. Et quelques jours plus tard, les Juifs de Kryvyi Rog sont entièrement massacrés, et y compris donc les femmes et les enfants. Vous voyez ici une photo prise par Gyula Spitz. Alors, je ne connais pas le hongrois, donc je ne suis pas sûre de la prononciation. Il s'agit donc de la colonne des Juifs de Kamenets-Podolski, emmenée jusqu'au site de la fusillade. Cette photo est donc prise par cette personne qui est un Juif hongrois, qui lui est soldat dans l'armée hongroise, car l'armée hongroise a occupé brièvement cette partie du territoire ukrainien. Et lui, depuis le camion où il est chauffeur, en fait, il prend cette photo, il assiste au mouvement de la colonne vers le site de fusillade. À la fin 1941, voilà à quoi ressemble le découpage administratif de l'Union soviétique occupée. Je vous ai mis l'avancée maximale allemande au nord en 1941 et au sud ce sera en 1942. Pendant ce temps-là, en Biélorussie, les exécutions également s'accélèrent. Donc Minsk a été bombardé dès le 23 juin 1941 et près des 3/4 de la ville ont été complètement dévastés. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de nourriture, et dès le 19 juillet 1941, un ghetto est créé dans le pire quartier de la ville, qui a été complètement ravagé par les bombardements et où il n'y a bien sûr ni eau ni électricité, etc. Les Allemands doivent créer un Judenrat. Alors, en Pologne, la création des Judenrats a été facilitée par le fait qu'ils ont simplement désigné l'élite juive d'avant-guerre. Seulement voilà, les Allemands arrivent en Union soviétique. En Union soviétique, les élites juives ont été complètement démantelées par le pouvoir soviétique. Et donc, ils ont choisi un petit peu au hasard les membres du Judenrat. Donc, le chef du Judenrat a été choisi parce qu'il parlait un petit peu l'allemand, qui était une des conditions donc pour pouvoir échanger avec les autorités locales. Et c'est ainsi, en fait, complètement par hasard que les Allemands ont fait rentrer la résistance dans le ghetto de Minsk. Car finalement, les membres qui ont été désignés pour composer le Judenrat faisaient partie de la résistance. Et il y a environ 10 000 juifs qui parviendront à quitter Minsk pendant l'occupation pour rejoindre les partisans dans les forêts et la moitié d'entre eux survivra. Le 15 août 1941, Himmler arrive à Minsk. Alors Himmler, c'est un homme de terrain. Dès le début de l'opération Barbarossa, il se rend sur les lieux. Comme je vous ai dit, il a été dans le centre de l'Ukraine pour aller pour pousser les commandos à intégrer les femmes et les enfants au sein des rangs des victimes. Le 15 août 1941, donc il est à Minsk. Il visite un camp de prisonniers de guerre, mais également il assiste à une fusillade. Cette fusillade est menée par des hommes de l'Einsatzkommando 8 d'Otto Bradfisch. Et après la fusillade, il se dit il faut qu'on trouve un autre moyen que les fusillades.
ça affecte trop le moral des hommes. Et c'est à ce moment-là, donc, que va être lancée une réflexion sur le gaz, sur l'emploi du gaz, et ce sera, dans un premier temps, l'emploi de camions à gaz, qui, eux, seront légion à partir de 1942. Tous les Einsatzgruppen auront des camions à gaz à leur disposition. Himmler en profite pour clarifier à Otto Bradfisch, donc le chef de l'Einsatzkommando 8, les ordres. Il faut désormais inclure les femmes et les enfants dans les fusillades. Donc dès le 15 août 1941, il transmet ses ordres à ce commando. Alors, en Ukraine, les troupes allemandes arrivent à Kiev le 19 septembre. Les soviétiques ont posé des bombes à retardement dans certains bâtiments de la ville, sachant très bien que les Allemands vont s'y installer. Les bâtiments explosent et ces explosions vont servir de prétexte à l'extermination totale des Juifs de la ville. Il y a une réunion entre le Stadtkommandant de Kiev, Otto Rasch, qui est le chef de l'Einsatzgruppe C, et le fameux Jekyll que nous avons vu donc à Kamenets-Podolski. Ils décident donc d'organiser la fusillade d'absolument tous les Juifs de la ville. Ils publient des affiches dans lesquelles on annonce aux Juifs qu'ils vont partir en Palestine. On les rassemble. Le jour J, les Juifs doivent se retrouver à certains points de rassemblement. C'est le cas de la famille Batasheva, qui prépare ses affaires et qui se rend à un point de rendez-vous. La jeune fille de la famille, qui s'appelle Yevgenia, remarque autour d'elle qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec leurs affaires, etc. Et finalement, tout ça, ça la rassure. Elle voit aussi des soldats allemands qui sourient, donc elle se dit qu'ils sont envoyés quelque part. Et effectivement, les nouvelles ne sont pas parvenues, les nouvelles des massacres de Kamenets-Podolski ne sont pas parvenues à tout le monde. Et de toute façon, en temps de guerre, dans ces contrées-là, les rumeurs les plus folles aussi circulent. Une longue colonne se forme et va jusqu'au nord-ouest de la ville. Pour l'instant, tout va bien, parce qu'en fait, le chemin qu'ils empruntent est le chemin qui mène à la gare de fret. Donc ils se disent, on va nous emmener quelque part, effectivement, on va rentrer dans les wagons. De toute façon, il y a plus de 33 000 personnes 33 000 juifs qui sont rassemblés. Personne ne peut imaginer qu'on puisse tuer autant de personnes. Et pourtant, la colonne dépasse la gare, puis commence à grimper une petite colline. Alors cette petite colline, elle est bien connue par les Juifs de la ville, car il s'agit du cimetière juif. Et au-delà du cimetière juif, se trouve donc, comme vous voyez ici, le ravin de Babi Yar. Et lorsque les Juifs commencent à se rendre compte de quoi il s'agit, ils sont complètement encerclés par de nombreux bataillons de police, le 45, 303, 314, et aussi le Sonderkommando 4A, qui a déjà tué les Juifs à Sokal, dont je vous ai déjà parlé. Donc les familles sont complètement cernées, ils doivent se déshabiller, puis ensuite sont fusillés au bord d'un ravin qui fait entre 10 et 20 mètres de profondeur. Dans la foule, Yevgenia perd complètement de vue sa mère, sa sœur jumelle et son frère. Et avec une amie, elle tente le tout pour le tout et va s'adresser à un policier ukrainien. Elle a une chance incroyable, c'est qu'elle parle ukrainien. Elle va voir un policier ukrainien et elle lui dit « Je ne suis pas juive, j'ai voulu dire au revoir à des connaissances, à une famille, laissez-moi partir. » Et en plus, elle a les cheveux clairs. Alors l'Ukrainien la croit, ainsi que sa copine. Et il l'emmène voir des Allemands, et les Allemands les ramènent toutes les deux en voiture jusqu'à leur quartier. Et elles échappent comme ça à la fusillade. Donc en 2 jours, 33 771 Juifs de Kiev ont été massacrés. L'hiver 41 s'installe très rapidement. Il va se poser une question pratique pour les bourreaux. Le sol commence à geler. Quand le sol gèle, il devient très compliqué de creuser des fosses. Mais alors, rien n'arrête les bourreaux et ils vont trouver d'autres solutions, à savoir utiliser des cavités déjà existantes. Comme c'est le cas à Mariupol, donc dans le sud du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Le 18 octobre 1941,
plus de 8000 juifs de la ville, c'est-à-dire tous les juifs de la ville, vont être assassinés dans une tranchée anti-char qui se trouve à quelques kilomètres du centre-ville, dans le kolkhoz Maxime Gorki. Ils vont utiliser en fait une tranchée anti-char qui a été creusée à l'époque soviétique. Et en quelques heures, des familles entières, vous voyez là, des photos que je vous montre, c'est toute la famille a été complètement massacrée le même jour, donc le 18 octobre 1941, à cet endroit, donc qui était donc le kolkhoz Maxime Gorki, dans le petit village d'Agrobaza. Alors, la tranchée anti-char se trouvait devant l'arbre. Elle est complètement parallèle à la route. Et en fait, quand vous êtes sur place, vous voyez véritablement le mouvement de la tranchée. Et les fusillades ont eu lieu sur plusieurs centaines de mètres. Il n'y a pas que les Allemands qui occupent le territoire de l'Union soviétique, il y a également leurs alliés roumains. Vous voyez ici une partie de la zone d'occupation roumaine qui a occupé les régions actuelles d'Odessa, une partie de la région de Vinnytsia et de Nikolaïev, ainsi que la Moldavie, donc anciennement Bessarabie, et la Bucovine. Les massacres ont commencé également dès juin 1941, comme en témoigne par exemple le pogrom de Iași. Et à partir de septembre-octobre 1941, le régime d'Antonescu déporte les Juifs de Bessarabie, de Bucovine, en Transnistrie, donc qui est cette zone que vous voyez ici entre le Boug et le Dniestre, qui est en fait une sorte véritablement de dépotoir où ils vont déporter des dizaines de milliers de Juifs et soit les mettre dans des camps, soit dans des sortes de ghettos qui vont être des mouroirs où ils vont mourir d'épidémies, de faim, de froid, mais également de fusillades. Car il y a aussi une population très importante qui habite sur ces territoires. Il s'agit de Volksdeutsche, qui sont des colons allemands établis en colonie depuis le XVIIIe siècle et qui vont jouer un rôle absolument capital dans les exécutions de cette région. C'est-à-dire que les Roumains vont complètement déléguer les fusillades de Juifs à ces colons allemands. Au début de la guerre, il y avait entre 80 et 90 000 Juifs dans la ville d'Odessa. La plupart d'entre eux vont être soit massacrés sur place, soit envoyés à pied à partir d'octobre 1941 jusqu'à Bogdanovka, que vous voyez ici sur la carte. Il y a 150 kilomètres. Surtout à partir d'octobre 41 jusqu'en décembre 41, vous imaginez les conditions pour marcher jusque là-bas, dans le froid, sans manger, sans boire. Finalement, tout le trajet est un véritable cimetière, jusqu'au site donc de Bogdanovka, où les attendent d'anciennes porcheries, où les Juifs vont être parqués pendant plusieurs semaines. À partir de la mi-décembre 1941, vont commencer les fusillades dans le ravin. Vous voyez ici, on voit simplement une partie du ravin, et vous voyez une porcherie qui a servi donc de lieu de détention. Ces photos datent de 1944, elles ont été prises par la commission extraordinaire d'État soviétique. À partir de la mi-décembre 41, les fusillades commencent et vont se poursuivre jusqu'au 15 janvier 42. Pendant ce laps de temps, environ 55 000 Juifs ont été fusillés. C'est l'un des plus grands lieux d'extermination de la Shoah. Et environ 35 000 d'entre eux sont des Juifs d'Odessa. Les autres sont des Juifs locaux ou des Juifs déportés de Bessarabie ou de Roumanie. Les bourreaux, donc, comme je vous l'ai dit, la plupart sont des Volksdeutsche. Il y a aussi des gendarmes roumains, ainsi que des miliciens ukrainiens. Et on note aussi la présence de quelques Allemands en uniforme. Et toutes ces bandes-là font une pause entre Noël et Nouvel An pour les festivités avec leur famille, des fêtes de fin d'année, et donc reprennent à partir de début janvier 42, donc jusqu'au 15 janvier 1942. Comme il fait froid, il est impossible d'enterrer les corps. Ils vont laisser quelques centaines de Juifs simplement le temps de brûler tous les corps qui se trouvent dans les ravins.
Et comble de l'horreur, environ 2000 juifs vont être brûlés vifs dans les porcheurs. Donc là où les populations juives en 41 n'ont pas été complètement décimées, dans le reste donc du territoire, on va être créés des ghettos dont la date et la durée d'existence va être extrêmement variable d'une région à l'autre. Parfois ça peut être un quartier, parfois ça peut être simplement une rue ou un seul bâtiment comme le bâtiment de l'école, le bâtiment du kolkhoz. Et ces zones sont des lieux où les juifs sont complètement soumis à l'arbitraire de leur garde, soit des policiers locaux, donc ukrainiens, biélorusses, russes, ou de la ZIPO-SD du coin. Alors pillage, viol, exécution sommaire, tout ça est réuni sous le terme d'Aktion. C'est comme ça que les Allemands désignent les opérations qu'ils mènent dans les ghettos. Des grands sites d'exécution sont également mis en place plus au nord. Vous avez ici le schéma du camp de Mali-Trostinets qui se trouve au sud-est de Minsk, où plus de 50 000 victimes vont être tuées, pas seulement des juifs mais aussi des prisonniers de guerre soviétiques, des partisans ou des civils supposés comme tels. Et également le site de Bronaya Gora, où effectivement là on compte également plus de 50 000 victimes, la majorité des juifs, qui sont des juifs de Brest-Litovsk, du ghetto de Brest-Litovsk, et aussi d'autres ghettos de la région. Au printemps 1942, l'offensive allemande reprend et se dirige vers le sud de la Russie. Dans cette zone-là, qui était hors de la zone de résidence que je vous ai indiquée tout à l'heure, se trouvent pourtant des juifs. Ce sont les juifs qui ont été évacués, des juifs qui ont profité des évacuations organisées par le pouvoir soviétique pour fuir l'avancée allemande. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux vont être rattrapés par cette nouvelle offensive allemande du printemps 1942. Alors, comme par exemple la famille Bialik, qui elle était originaire de Jitomir dans l'ouest de l'Ukraine et qui se trouve en avril 42 à Konstantinovka dans le Caucase et qui va être rattrapée par l'invasion allemande et qui va être massacrée. Alors, à partir de l'été 1942, les ghettos de Biélorussie vont être liquidés. L'un des derniers à être liquidé est celui de Pinsk, qui sera liquidé donc le 29 octobre 1942. Et vous voyez, j'ai voulu vous montrer ici les différents sites d'exécution qui sont dans les villages qui sont tout autour de la ville. Et à chacun de ces lieux d'exécution, les Allemands et les autorités locales ont réquisitionné de la main-d'œuvre villageoise pour creuser et combler les corps. Et c'est donc ces personnes qu'avec les équipes de Yad Inum, je vais interviewer quand je me rends sur place. En fait, l'idée est d'aller enquêter, trouver des témoins dans tous ces villages qui se trouvent autour. Vous donner un petit ordre de grandeur des sites d'exécution en Ukraine, donc principalement la Galicie, le Raj Commissariat Ukraine et la Transnistrie. Vous voyez que là, on est sur une échelle de sites d'exécution absolument gigantesque. À partir de 1943, les Allemands vont entreprendre la destruction de leurs crimes, l'effacement des traces. Et ça va être connu sous le nom d'opération 1005. Durant cette opération 1005, qui est confiée à Paul Blobel, qui était le chef du Sonderkommando 4A, responsable du massacre des Juifs de Kiev et de Sokal, les fosses communes vont être ouvertes, les cadavres en seront sortis, des bûchers gigantesques vont être construits et les corps vont être brûlés. Et les ossements vont également être complètement réduits en poussière. La plupart des sites d'exécution, notamment Babillard, connaîtront l'opération 1005. Blobel, qui a participé à un certain nombre de fusillades, savait exactement où se trouvaient les fosses. Évidemment, la main-d'œuvre utilisée était en Ukraine la main-d'œuvre juive, et en Biélorussie, finalement, les personnes en charge ont décidé d'utiliser de la main-d'œuvre russe pour effectuer ces travaux. Il y a une centaine de Biélorusses, en fait, qui vont être
pris du camp de Malitrostinet, où ils étaient enfermés parce qu'on les soupçonnait d'être des partisans ou contre le régime nazi. Et on leur a fait faire toute cette besogne. Et comme l'idée était de ne laisser aucune trace, ils les ont fait monter dans un camion à gaz et les ont gazés. C'est-à-dire que en Biélorussie, pour chacun des sites que vous voyez là qui ont été concernés par l'opération 1005, la main-d'œuvre locale a dû à chaque fois effectuer la crémation des corps, puis était elle-même tuée par la suite. Pourquoi ? Parce que en Ukraine, à Kiev, on avait utilisé de la main-d'œuvre juive et ils en avaient profité pour s'enfuir. Et donc c'est pour ça qu'on avait fait appel d'abord, par la suite, en Biélorussie, à de la main-d'œuvre locale. Voilà. Donc, Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APAG www.apag.fr.